Alexandre Wiesig, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de l'Oise. François de Rugy, bonjour. Bonjour. Ancien président de l'Assemblée nationale. Et Emmanuel Bléry, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement national du Pas-de-Calais. On va parler d'abord évidemment politique, puisque alors que le nouveau Front populaire est enfin parvenu à s'accorder sur le nom d'une candidate commune, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il ne comptait pas se faire imposer un ou une première ministre. Une fin de non-recevoir qui a suscité l'ire des responsables du nouveau Front populaire. Des réactions très offensives se sont succédées. Regardez les précisions de Marie-Victoire Dieudonné. Ni condition, ni délai. Pour nommer le Premier ministre, Emmanuel Macron n'a juridiquement aucune contrainte. Les leaders de la gauche ont donc un objectif, faire pression sur l'Élysée. Manuel Bompard engage le rapport de force. J'ai un peu l'impression d'avoir affaire à une sorte de forcené qui est retranché à l'Élysée, qui s'accroche à son pouvoir et refuse d'accepter l'idée que les Français ont dit que sa politique était finie. Dans le viseur, la posture d'Emmanuel Macron. Un monarque solitaire pour certains, un enfant capricieux pour d'autres. On dirait mon fils de 5 ans quand il triche au Monopoly Junior. Les enfants font ça, Emmanuel Macron est président de la République, il faut être sérieux. Mais à défaut d'être juridique, la contrainte pourra être politique. Le Premier ministre nommé a tout intérêt à résister à une motion de censure. Mais pour le porte-parole NFP-PCF, là n'est pas la question. Chacun sera responsable de l'instabilité qu'il voudra donner au pays. Ils ont perdu les élections, ils doivent partir, ils doivent nommer ceux qui sont arrivés sur la première marche du podium, c'est simple. Emmanuel Macron attend la formation d'une majorité et semble regarder sur sa droite. Le chef de l'État a qualifié le pacte législatif des Républicains de bonne direction. Alexandre Wiesig, je le disais, vous êtes sénateur socialiste. Qu'est-ce que vous pensez de cette fin de non-recevoir du chef de l'État qui, à peine vous étiez-vous entendu, a dit très clairement que vous n'aviez pas remporté les élections, donc qu'il n'avait pas à nommer Lucie Castet justement à Matignon? Mais écoutez, je trouve ça très étonnant parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une logique institutionnelle dans notre République depuis le commencement de la Ve République qui est que la force qui est arrivée en tête est appelée à Matignon pour former un gouvernement. Et ça s'est passé comme ça pendant les cohabitations, ça s'est passé comme ça en 2022, oui. Alors même qu'il y avait pareil, une majorité relative. On est dans le même scénario en fait qu'en 2022, si ce n'est un écart numéraire, mais on est dans le même scénario institutionnel. Et je n'ai aucun doute sur le fait que si Emmanuel Macron avait eu la majorité, ne serait-ce que d'un député, il se serait précipité pour nommer un Premier ministre de son camp. Donc je trouve que tout ça n'est pas très respectueux des institutions. Je pense qu'en effet, il faut maintenant nommer un Premier ministre du nouveau Front populaire. Charge à nous après, en effet. Nous, ce qu'on dit, des choses sont assez simples, c'est le Front populaire au gouvernement, mais on est bien au courant qu'on a une assemblée de Front républicains qu'il faudra aller chercher des majorités. Mais il faut respecter la logique institutionnelle. C'est vrai, François de Rugy, qu'on peut entendre cet argument en 2022, quand Emmanuel Macron a nommé un gouvernement avec des ministres à lui, il n'avait pas non plus de majorité absolue. Donc pourquoi aujourd'hui dire le nouveau Front populaire n'a pas remporté les élections ? Moi, j'ai regardé Emmanuel Macron l'autre soir sur une autre chaîne de télévision, dans son interview. Il a simplement fait un constat que l'on peut tous faire, que les Français peuvent faire. C'est qu'il y a en gros un bloc de gauche qui fait 180, 190, voilà, allez, disons 200. Ce sont les voix qui se sont portées sur la candidature d'André Chassaigne à la présidence de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a potentiellement, c'est pas sûr, un bloc central qui, avec le groupe LR qui fait 47 sièges, arriverait à 220 ou 210. Bon. Dans aucun des cas, ça ne fait une majorité absolue. Il y a un des blocs qui a un petit peu plus que l'autre, quand même. Et puis, il y a le Rassemblement national qui, avec ses alliés d'Éric Ciotti, a fait 143 sièges. Et en fait, on sait d'ailleurs que dans les urnes, il ne faut jamais l'oublier, les Français ont voté. C'est par leur vote que cette Assemblée est là. Le Rassemblement national était largement en tête, en voix. On voit largement 11 millions de voix. Bon. Donc, en réalité, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour personne. Pour aucun des blocs. Si on considère qu'il y a 3 blocs, aucun des 3 blocs n'a la majorité, même relative. Même relative. Il faut être un petit peu sérieux. Si un gouvernement du Front populaire était nommé et qu'il présentait son budget au mois d'octobre, c'est tout près de nous, eh bien, on sait très bien qu'il serait rejeté. Que les mesures, puisque le Front populaire en plus dit c'est notre programme, tout notre programme, rien que notre programme. Il n'y a aucun compromis sur aucune mesure. Ce serait rejeté. Donc moi je pense qu'il faut être humble. Il n'y a pas de majorité pour aucun des blocs. Et donc il faut trouver une formule, peut-être un gouvernement... Mais personne ne la trouve pour l'instant. Non, mais peut-être un gouvernement non partisan qui serait constitué de personnalités, non pas de partis, non pas constitué par des partis, parce qu'on n'y arrivera pas. Comme Lucie Castet, par exemple. Oh bah attendez, Lucie Castet. Vous parlez de quelqu'un qui n'est pas dans les partis. Du coup, vous avez trouvé la première ministre, on a avancé déjà. Lucie Castet, directrice générale des finances de la ville de Paris.
oui. Bon, qui veut s'occuper du gouvernement de la France, qui n'a aucune expérience, mais peu importe, admettons. Elle veut s'occuper des finances de la France, alors qu'elle a mis en faillite les finances de la ville de Paris. Elle a été nommée, on le rappelle, en octobre 2023. Non, elle était conseillère budgétaire de la maire de Paris auparavant. Au moins, les Français sont prévenus. La dette a explosé. Les impôts locaux ont explosé. Tous les Parisiens le savent. Les impôts fonciers ont explosé. L'emploi public a aussi explosé. Et la ville n'a jamais été aussi mal entretenue. Moi, je suis pas un Parisien, je suis un provincial, mais je viens à Paris. Par exemple, là, je suis venu à vélo, ici. Les rues sont défoncées. Partout dans Paris, les rues sont défoncées. Alors, quand vous dépensez énormément, puis qu'à la fin, en plus, vous avez une ville et des services publics qui sont mal entretenus, je ne crois pas que vous êtes très qualifié pour diriger la France. Je vous laisse répondre à Alexandre après, évidemment. Non, mais si vous voulez, on voit bien le sujet. En fait, ils n'ont pas envie. Il y a un sujet dans leur esprit sur la légitimité de la gauche à occuper le pouvoir. Nous sommes dans la même situation qu'en 2022, que vous le vouliez ou non. Nous sommes arrivés en tête. Il y a 3 Français sur 4 qui souhaitent une rupture politique avec le macronisme. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron leur dit quoi ? Leur dit, vous aurez Yaël Braun-Pivet à l'Assemblée nationale. Je fais en sorte, en effet, dans des combinaisons. Et il y a un peu de respect pour vos collègues de l'Assemblée nationale qui ont voté pour élire Yaël Braun-Pivet. C'est pas Emmanuel Macron qui a nommé Yaël Braun-Pivet. Je vous remercie. Dans des combinaisons aujourd'hui de tango entre les LR et les LREM, ils essayent d'inventer quelque chose qui n'a pas de sens. Même les LR, d'ailleurs, vous nous parlez de quelque chose qui est en train de se construire. Moi, j'écoute Bruno Retailleau qui dit « Jamais Emmanuel Macron a mis le pays dans un état lamentable, etc. » Je ne sais pas comment vous allez vous entendre. Respectez la logique institutionnelle. On est en période de JO. Il y a un premier, un deuxième, un troisième, la médaille en chocolat pour les LR. Vous appelez le premier à Matignon et vous voyez comment on se débrouille et je suis sûr qu'on va y arriver. Voilà. Respectez la logique institutionnelle qui est celle de la 5e République. Je vais vous faire réagir, mais puisqu'on parle beaucoup d'elle, on va peut-être l'écouter. Lucie Castet, écoutez ce qu'elle disait justement ce matin sur la potentialité de trouver une coalition. Écoutez. Il faut distinguer 2 questions. D'une part, il y a la formation d'un gouvernement et d'autre part, il y a le travail avec le Parlement. Je l'ai dit clairement, pour la formation d'un gouvernement, il ne nous est pas possible, il faudra des ministres qui sont pleinement en accord avec les orientations politiques. Les orientations politiques, ce sont celles du programme du nouveau Front populaire. Elles sont très claires. Donc des ministres qui vont du PS aux Insoumis. Oui, et éventuellement une ouverture, si ça s'avère nécessaire, à la société civile, par exemple, aux représentants de forces vives. Ça, on est en train d'y travailler, soyez-en sûrs. Et l'autre question, c'est le travail parlementaire. Là, nous sommes conscients qu'il n'y a pas de majorité absolue. La question, ça sera de trouver, projet après projet, sujet après sujet, un chemin pour gouverner. Et là-dessus, je suis confiante. Emmanuelle Bléry, elle est confiante, mais les Français commencent à l'être un peu moins quant à la potentialité d'avoir justement une majorité alternative, quelle qu'elle soit, parce qu'on voit des choses se dessiner. Effectivement, pourquoi pas le camp présidentiel et les LR, mais on en parle beaucoup, mais rien ne vient. Moi, j'ai un mot qui me vient à l'esprit par rapport à ce que je viens d'entendre et puis ce qui était dit sur le plateau juste avant, c'est que nous sommes dans un véritable bourbier. Voilà, véritablement. On peut le dire. Les Français ne comprennent plus rien à la situation. J'aimerais quand même rappeler quelques chiffres importants. Nous sommes au mois de juillet, nous avons toujours dans notre pays 10 millions de pauvres, nous avons toujours 120 attaques au couteau par jour, et je pourrais faire comme ça un état des lieux qui, je pense, nous amènerait à la fin de cette émission. Et puis, on s'amuse, je dirais, entre le président de la République et puis le nouveau Front populaire à désigner potentiellement un candidat. Bon, donc nous, on a pris conscience et acte du vote des Français. Effectivement, ils ont voté pour 3 blocs. C'est au président de la République aujourd'hui de trouver le Premier ministre. Le nouveau populaire propose effectivement Madame Casse-Tête, mais nous on a notre idée évidemment sur la question. Cette candidate à ce poste de Premier ministre ne correspond à rien aux attentes des Français. Effectivement, ça a été dit tout à l'heure, la ville de Paris, dont elle est fonctionnaire, a vu sa dette exploser. Elle n'est sans doute pas la seule responsable. Elle n'est pas la seule responsable, elle fait partie, je pense, c'est Saint-Exupéry qui le disait, chacun est seul responsable de tous, donc je pense qu'elle a sa responsabilité en cette matière, et moi ça me ferait peur de la voir arriver donc au gouvernement, vu l'état de nos finances laissé par les gouvernements Macron qui se sont donc succédés. Vous savez, nous, on a été clair avec les Français, on ne leur ment pas. Nous sommes dans une situation compliquée, c'est vrai. On a réussi à l'Assemblée nationale, grâce à notre groupe présidé par Marine Le Pen, à décrocher cette niche parlementaire. Oui. Pour expliquer un peu ce qu'est une niche parlementaire à nos téléspectateurs, c'est un moment dédié, une journée dédiée à un groupe politique. Et on a déposé pour cette journée, donc ce sera le 31 octobre, l'abrogation de la réforme des retraites. Vous voyez, nous on avance sur les sujets, on avance en faisant donc des propositions, et on laisse peut-être le bourbier effectivement entre ceux qui se sont coalisés à un moment donné contre peut-être parfois l'intérêt des Français dans ces alliances contre nature. Et aujourd'hui on voit les masques tomber puisque plus personne ne s'entend sur la question. Les Français ont besoin qu'on travaille, et je crois que le Rassemblement national est au travail, et on le démontre aujourd'hui avec cette niche
tâche parlementaire. Mathieu Caliscordi, après je vous laisse répondre. Ouais, peut-être un point par rapport à ce que vous venez de dire. Non, la situation n'est pas similaire entre la situation issue des législatives de 2022 et celle de maintenant. Pourquoi ? Parce que le Nouveau Front populaire n'est pas dans la même situation que la Macronie. C'est-à-dire que la situation actuelle aujourd'hui, quand vous regardez les équilibres entre les blocs, c'est que aujourd'hui, la somme des oppositions sur les trois blocs, la somme des deux oppositions peut renverser immédiatement l'autre. Ce n'était pas le cas en 2022, puisque si vous raisonnez en termes de blocs, c'est ce qui vient d'être dit par l'ensemble des représentants de formations politiques, en 2022, il n'y avait pas de possibilité pour la gauche ou pour le Rassemblement national de faire tomber le gouvernement. La preuve en est, c'est que la motion de censure sur la réforme... Oui, parce que les LR n'ont pas voté, mais s'il y avait une union de ces blocs, il y aurait eu renversement comme il y aurait demain. Si l'on considère qu'il y a un bloc central qui inclut, qui va effectivement des macronistes jusqu'aux républicains, on peut donc effectivement penser que en 2022, non mais effectivement après il y a des accords évidemment de fond. Vous voyez bien qu'il n'existe pas puisque c'est l'objet de la dissolution. Non, mais en fait c'est parce que Emmanuel Macron n'est pas parvenu et qu'il était sous le coup d'une motion de censure des LR sur le budget. Vous le savez très bien. Donc arrête, on est dans la même situation. Non, on ce n'est pas la même un situation, gouvernement qui n'est pas majoritaire et la possibilité d'être renversé au Parlement parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Ça n'a pas été le cas. Or le vôtre, mais là ça pourrait ne pas être le cas non plus. C'est une et donc c'est là où je vais venir sur un point. Effectivement, si le gouvernement du Front populaire n'est pas renversé, ça veut dire que soit Renaissance, du coup, n'a pas voté une motion de censure, soit vous comptez sur un soutien implicite du Rassemblement national, notamment pour faire voter un certain nombre de textes, que ce soit sur les questions économiques, les super profits. J'aimerais bien savoir avec qui vous allez faire voter ça. Sur la question aussi de l'abrogation de la réforme des retraites, j'aimerais bien savoir avec qui vous allez faire voter ça. Effectivement, les Rassemblements nationaux, mais il faut qu'ils le disent, du coup, dans ces cas-là. Alice Cordier, pour terminer sur ce tour de table, on va changer de sujet après. Non, en tout cas, ceux qui sortent leur épingle du jeu, c'est les LR. Qu'on n'a pas forcément vu arriver, et qui se sont placés comme un parti d'opposition en expliquant que voilà, ça n'a rien à voir avec la Macronie, qu'il n'y aurait pas de coalition. Finalement, il y a quand même un pacte législatif, donc un parti d'opposition qui explique à Emmanuel Macron quelle politique mener, qui l'aide même à préparer un certain nombre de lois, mais qui continue de dire qu'il est parti d'opposition, mais sans qui Emmanuel Macron n'aurait pas pu s'en sortir. Donc on se rend bien compte qu'il y a quand même un certain nombre de coalitions qui ont lieu. Ça ne va pas aider au niveau de la confiance des Français dans la question démocratique. On sait que 82% des Français n'ont plus confiance dans les partis. Et d'ailleurs, la France insoumise est en dernière position, peut-être de par son comportement. Et ça pose là aussi la question de la légitimité. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, le Rassemblement national, c'est 11 millions d'électeurs. La France insoumise toute seule n'a rien à voir avec ça. Le Rassemblement national s'est retrouvé face à une coalition de 9 partis ensemble qui n'arrivent même pas à avoir plus d'électeurs qu'eux, quand même. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser à ce niveau-là et de se dire, est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt peut-être un Premier ministre Rassemblement national ? C'est peut-être ça, la vérité. Un mot rapide pour terminer sur ce tour de table. François de Rugy, vous auriez aimé être président de l'Assemblée nationale qu'on va voir maintenant et avoir à gérer cette Assemblée-là ? Je crois que Yaël Braun-Pivet fera cela très bien parce qu'elle a l'expérience déjà de 2 ans d'une Assemblée nationale déjà éclatée, moins éclatée, mais qui l'était déjà. Moi-même, j'avais connu l'arrivée à la fois des députés de la France insoumise et du Rassemblement national quand j'étais président de l'Assemblée. Qui se comportait bien pour le Rassemblement national. Qui se comportait très bien pour le Rassemblement national. À l'époque, ils n'avaient pas de groupe, ils étaient assez discrets, en effet. Mais non, moi, je n'ai pas de regret parce que j'ai souhaité, moi, au bout de 3 mandats de député, et je pense que ce serait bien d'ailleurs, parfois qu'on ne s'éternise pas dans les mandats, faire autre chose. Je regarde cela néanmoins avec intérêt parce que je crois que c'est important que l'Assemblée nationale fonctionne. L'Assemblée nationale, ce n'est pas une agora, ce n'est pas une assemblée générale et d'étudiants de Nanterre. C'est une assemblée nationale composée de 577 députés. Et ça, le président de la République a eu raison de dire, il n'y a pas de sous-députés. Oui. Ils sont tous députés avec la même légitimité. Et ça, quand j'étais président, je le rappelais toujours. J'ai défendu tous les députés. Parce qu'il a considéré le groupe à l'Assemblée, visiblement, en tout cas. Et ce qui est du coup important, c'est que les députés, et j'ai envie de dire, quelle que soit leur couleur politique, je rêve peut-être un peu, mais démontrent que l'Assemblée nationale peut fonctionner. Et elle ne peut pas fonctionner, en revanche, si chacun dit, c'est mon programme. Parce que LR présente un pacte législatif en disant, mais c'est leur programme. Ben non, il faut que les uns et les autres acceptent de considérer qu'ils vont devoir tisser des compromis. Même la réforme des retraites, elle pourrait être abrogée par une espèce d'étrange coalition allant du nouveau Front populaire au RN. Mais en réalité, le RN, pendant la campagne législative, avait commencé à dessiner une réforme de la réforme qui n'était pas l'abrogation pure et simple et qui n'était pas le retour à la retraite à 60 ans. Parce que là, ce dont on parle, c'est le retour à la retraite à 60 ans. C'est-à-dire 15 ans en arrière. Donc, vous voyez un petit peu jusqu'où le programme du Front populaire, c'est la retraite à 60
60 ans. C'est l'abrogation immédiate et ensuite une conférence avec les partenaires sociaux pour réfléchir aux modalités possibles. C'est que vous dites cela par rapport à la France Insoumise. Non, c'est dans le programme Nouveau Front Populaire. Je vous le donnerai si vous voulez à la fin pour un peu de lecture d'été, mais je vous assure que c'est ce qui est écrit dans le programme Nouveau Front Populaire. 62 ans, abrogation et réflexion avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'a fait Emmanuel Macron, qui a mis de côté les partenaires sociaux sur cette réforme. On va changer de sujet puisqu'on parlait de cette nouvelle législature, donc des nouveaux députés et donc des nouveaux profils. Virginie Duby-Muller a publié une proposition de loi qui vise à rendre inéligibles les personnes fichées S. On rappelle que cet outil ne rend pas coupable celui qui est inscrit et donc ne l'empêche pas pour l'instant de se présenter à une élection. Regardez les précisions, elles sont signées Alice Sommerer et Maxime Leguet. Rendre inéligible sous 24 heures un candidat fiché S, c'est ce que propose la députée LR, Virginie Duby-Muller. Elle déplore que l'on puisse autoriser des individus jugés dangereux à accéder à des postes à haute responsabilité. Une situation que regrette également le directeur du Centre d'études et de recherche universitaire. Ça perturbe le fonctionnement de nos services de renseignement parce que dès lors que quelqu'un est élu alors qu'il est sous surveillance, on va être obligé d'arrêter la surveillance. Et donc il vaut mieux effectivement empêcher que ces personnes qui sont des menaces pour la cohésion nationale, qui sont des menaces pour notre sécurité, soient élues. C'est sans doute une bonne chose. Outre l'accès aux documents confidentiels, Virginie Duby-Muller pointe du doigt l'inégalité entre élus et le reste de la société. Elle explique qu'un agent de sécurité perdra son emploi immédiatement pour des raisons de sûreté à partir du moment où il se trouve fiché S. De même pour les autres secteurs stratégiques concernant la sûreté de l'État. C'est le cas pour les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État, pour les emplois privés ou publics relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, ou encore pour les emplois privés ou activités privées réglementées relevant du domaine des jeux, paris et courses. Avec cette proposition, la députée souhaite que les électeurs retrouvent confiance dans leurs représentants. Et j'en profite pour vous dire que Virginie Duby-Muller sera avec nous à 16h pour nous parler un petit peu plus de cette proposition de loi. Comment vous voyez ça, Emmanuel Bléry ? Parce qu'effectivement, on comprend ces arguments. D'un autre côté, une fiche S, c'est une fiche de renseignement, de surveillance. Ça ne vaut pas ni culpabilité ni condamnation. Est-ce que vous comprenez cette proposition de loi ? Moi, je trouve ça déjà assez cocasse que les Républicains déposent cette proposition de loi, puisque eux-mêmes à l'Assemblée nationale, par extension, je dirais, on fait élire un fichier S. C'est donc la première circonscription du Vaucluse qui a vu notre députée sortante ne pas être donc réélue face à un fichier S. Donc ça, ce sera à elle de l'expliquer. Moi, j'ai pas lu sa proposition dans l'ensemble, c'est vrai. Maintenant, reprenons l'esprit de la fiche S. L'esprit de la fiche S, c'est d'avoir un fichier justement qui est en sourdine pour que les services compétents, nos services secrets, les services de police, gendarmerie, le préfet puissent avoir effectivement parfois la traçabilité d'un individu, ses comportements, ses déplacements, et cela doit rester effectivement entre les services pour être, je crois, être réactif, pour être, je dirais, au fait de cette personne. Et j'aimerais entendre son explication. Moi, je peux pas faire de politique fiction, mais que dit-elle, Madame donc Duby-Muller, de mettre au grand jour de qui est fiché S et qui ne l'est pas. C'est très complexe. Ou alors, il faut transformer les choses, appeler ça peut-être autrement. J'écouterai avec beaucoup d'attention à 16h son intervention, mais je rappelle vraiment l'état des choses, c'est-à-dire que cette fiche S doit rester pour moi en sourdine et entre les services et non mis, je veux dire, au jour devant l'ensemble des Français qui n'ont pas forcément à connaître ce genre de renseignements. Alice Cordier, vous lirez. Mais je suis assez d'accord avec vous, d'autant que la fiche S disparaît aussi. En fait, c'est-à-dire qu'elle est renouvelée tous les ans selon les services de renseignement et selon si la personne doit faire encore l'objet d'un certain suivi ou pas. Donc en fait, si c'est une personne, je pense que c'est pas forcément le meilleur indicateur. En revanche, moi, je suis assez choquée de voir qu'au sein de l'Assemblée nationale, il y a des personnes qui ont été condamnées pour violence. Oui, et ça, je pense que c'est peut-être un autre angle d'attaque. Moi, en tout cas, c'est plus sur ça que j'aimerais que des choses soient proposées, parce que je pense que, notamment de la violence dans le cadre politique, comme c'est le cas avec Raphaël Arnaud, qui fait partie de votre groupement, je pense que là, on est sur quand même un autre niveau, et une personne qui peut être dangereuse. C'est-à-dire que même au sein des attachés parlementaires de Monsieur Arnaud, ce sont des personnes qui ont elles-mêmes été condamnées, qui ont aujourd'hui accès à tous les services que propose la possibilité de l'Assemblée nationale ou du statut d'attaché parlementaire ou même de député. Et là, je pense que c'est bien plus dangereux à ce niveau-là. Donc moi, je serais plus pour quelque chose qui est mis en place, notamment sur
à violence politique. On va regarder, je vous fais réagir dans un instant ce qu'a dit Raphaël Arnaud, puisqu'il a bien compris qu'il était visé par cette idée de loi. Il a répondu dans un communiqué en disant notamment qu'il s'agit purement et simplement de la volonté d'éliminer leurs opposants politiques lors de futures élections. Parce que Alexandre Ouizy, c'est vrai qu'aussi quand vous faites par exemple beaucoup de militantisme étudiant, souvent il y a des fiches S. Donc on ne sait pas, la fiche S, comme on le dit très souvent sur nos plateaux, c'est de différentes gravités, c'est pour différentes raisons. Et faire de manière globale, d'éliminer toute potentialité de se présenter, est-ce que c'est pas justement, comme disait un peu Alice Cordier, un manque de détails peut-être ? Non, mais en fait, c'est juste une question principielle assez fondamentale, en fait. Si vous voulez, l'inéligibilité, c'est une peine complémentaire qui est prononcée lorsqu'en effet, vous avez été pénalement sanctionné, c'est-à-dire dans le cadre d'un procès, c'est-à-dire avec un juge qui prononce la peine complémentaire d'inéligibilité. Là, pendant les législatives, on a d'ailleurs eu un cas d'un individu qui a été condamné pour apologie du terrorisme et qui a eu comme peine complémentaire le fait qu'il était devenu inéligible. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cadre d'un procès. Une fiche S, vous l'avez dit et vous l'avez rappelé de manière très juste, c'est des services de renseignement, souvent la DGSI dans 70% des cas, qui établit une fiche, qui essaye d'établir des faits de dangerosité. Il n'y a pas de condamnation a priori. On essaye de recueillir des informations avec, on le sait, la fiabilité, ce que ça peut être d'un service de renseignement. Enfin, c'est la vie des organisations, des administrations. Et donc, le sujet, c'est pas en effet de jouer à Minority Report et de dire vous ne pourriez pas vous présenter parce que vous êtes fiché S. C'est en effet lorsqu'il y a des condamnations pénales, il n'y a pas de sujet et évidemment il faut que ça s'applique. Mais la fiche S, c'est autre chose, c'est un autre objet. Et manipuler ce type d'objet, c'est quand même se poser la question sur la confusion des pouvoirs. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que si dans l'exécutif il se passe quelque chose sur une fiche S, ça empêche quelqu'un de se présenter du point de vue législatif. Moi, je préfère que les choses soient dans les mains de l'autorité judiciaire. Ça me paraît quand même beaucoup plus sain. François de Rugy sur cette proposition de loi. Alors effectivement, il y a un peu ce coup de com' avec l'arrivée effectivement de Raphaël Arnaud, mais c'est vrai que ça semble un peu trop large. Se dire, comme le disait Alice Cordier, s'il y a condamnation, s'il y a une peine complémentaire, pourquoi pas, mais pour toutes les fiches S, est-ce que c'est vraiment infaisable d'abord et deux, compréhensible ? Alors, d'abord, c'est une proposition de loi. Oui, c'est un projet de loi. Attention, sans être dans la sémantique, c'est d'origine parlementaire et pour cause. Le gouvernement ne va pas déposer des projets de loi actuellement, mais surtout, c'est de l'affichage. Bon, je crois que c'est un problème, d'ailleurs, d'une manière générale, que les députés se laissent aller, c'est pas la première fois, à des propositions de loi d'affichage pur. Oui. C'est-à-dire, on sait très bien qu'elles n'ont aucune portée réelle. D'abord, il y a peu de chances qu'elles soient adoptées, et si elles étaient adoptées, le Conseil constitutionnel, sans doute, la casserait. Donc, tout ça est de l'affichage pur, et c'est dommage. Mais ce qui était intéressant, c'était votre petit reportage de présentation. Parce qu'il disait, voilà les cas où il y a en effet des interdictions professionnelles ou des incompatibilités. Bon, les jeux, l'organisation des jeux, des paris, non, l'Assemblée nationale, c'est pas le PMU et c'est pas les cercles de jeux et c'est pas les casinos. Non, l'Assemblée nationale, c'est pas des agents de sécurité, les députés. C'est pas des policiers, c'est pas des gendarmes. D'ailleurs, ce serait bien que tout le monde en ait bien conscience, qu'on ne confonde pas les rôles. Les députés, ils sont là pour débattre politiquement d'un certain nombre de projets de loi ou de propositions de loi, puis ensuite de voter et pas d'être confondus avec des gens qui auraient accès à des documents de sécurité. Mais arrêtons avec ça. Disons clairement à nos téléspectateurs, vous savez, à part les députés membres de la commission de surveillance du renseignement, les députés n'ont pas accès à des documents confidentiels. Ce n'est pas vrai. Peut-être que ça déçoit certains, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut quand même là-dessus ne pas tout mélanger et ne pas tout confondre. Le suffrage universel s'est exercé en connaissance de cause. Alors moi, ça me choque que les gens aient voté pour quelqu'un qui, en effet, commet des violences en manifestation. Par ailleurs, ce qui me choque davantage, c'est que des députés utilisent leur écharpe tricolore dans des manifestations pour aller braver les forces de police et pour protéger des gens violents. On l'a vu à Sainte-Soline avec des gens d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise. Ça, c'est assez grave parce que, contrairement à ce que croient là aussi beaucoup de gens, les députés n'ont pas une immunité de par leur statut. Et s'ils sont pris en flagrant délit de commettre des violences, ils seront poursuivis immédiatement, sans limite. Par ailleurs, moi j'ai connu, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, justement la demande de levée d'immunité parlementaire pour Marine Le Pen et Gilbert Collard. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient l'objet d'une procédure, soi-disant pour apologie du terrorisme. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, ils avaient publié des images de Daesh, bien sûr pour les dénoncer, pas pour dire vive Daesh, mais à ce moment-là, ça avait fait polémique, c'était fait pour d'ailleurs. Et donc la plateforme Pharos avait
avait été saisi et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, avait saisi la justice et donc il y avait une procédure qui n'en finissait pas parce que Marine Le Pen et Gilbert Collard refusaient de répondre aux convocations de justice et on a été obligé de lever l'immunité parlementaire pour ça. Vous voyez bien à quel point ce genre de dispositions législatives deviennent absurdes. Donc laissons le débat avoir lieu normalement et que chacun, en effet, après juge en connaissance de cause. Mathieu, pour terminer sur ce tour de table. Oui, mais je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est-à-dire que la métrique n'est peut-être pas la bonne, effectivement, mais moi, ce que je retiendrai sur cette proposition de loi, justement, c'est l'esprit de cette proposition de loi. C'est-à-dire qu'en fait, elle pose la question quand même qui me paraît assez légitime, c'est-à-dire est-ce que donc des personnes qui sont fichées S, en l'occurrence, moi je pense que c'est pas la bonne métrique, mais des personnes qui sont fichées S, donc c'est-à-dire il faut rappeler pourquoi, c'est-à-dire pour des faits de violence, des faits liés à ce qu'on appelle l'ultra-gauche, ou pour des faits liés à l'islamisme, le plus radical, pourquoi ces gens-là pourraient se présenter à des élections, pourquoi pourraient-ils être éligibles ? Je pense que c'est une question qui est légitime et qui mérite d'être quand même posée dans le débat public parce que aujourd'hui on voit que c'est notamment sur ces deux courants-là politiques qui sont dans notre pays posent un certain nombre de problèmes et justement nuisent à la vie de nos concitoyens. Donc pour moi c'est un débat qui doit se poser d'un point de vue politique, d'un point de vue effectivement de la proposition en termes de politique publique. La métrique ne me paraît pas être la bonne. J'aimerais quand même, mot rapide. J'ai une question pour Monsieur Durugis. Vous avez exprimé un petit peu ce qui s'était passé pour la levée d'immunité de Marine Le Pen. Vous étiez en train de dire, juste pour clarifier, que c'est le ministre qui vous a demandé de lever l'immunité parce que c'était les juges. Ce sont les juges. Très bien. Le ministre avait activé. Une question pour clarifier parce que il avait activé une procédure judiciaire qui avait traîné pendant des années et ensuite, comme Marine Le Pen et Gilbert Collard refusaient de se rendre aux convocations de justice, la justice avait demandé la levée d'immunité parlementaire, ce qui avait été fait, et ensuite tout ça avait fait pchit. Allez, pour terminer, on va parler des Jeux Olympiques avec demain la cérémonie d'ouverture. On rejoint sur le terrain Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini. Régine, je crois que vous êtes au milieu des touristes qui tentent de se frayer un chemin dans la capitale. Oui, absolument, Élodie. Nous sommes toujours là dans le 15e arrondissement de Paris, au niveau du pont Bir Hakeim. Et en fait, beaucoup veulent aller sur le pont puisqu'il y a une petite avancée où on peut se prendre en photo avec une belle vue sur la Tour Eiffel. Le problème, Élodie, c'est que pour pouvoir y accéder, il faut avoir un QR code. Il y a quand même des touristes qui sont quand même assez prévoyants, qui ont eu leur QR code. D'autres, comme moi, j'ai toujours pas mon QR code. Alors ça fait un petit moment que je l'ai demandé. Ceux qui ne peuvent pas donc avoir le QR code vont essayer de faire cette prise de vue à ce niveau-là, mais vous voyez la vue est quand même beaucoup moins importante, moins intéressante, et puis ils peuvent surtout pas accéder puisqu'il y a des barrières de l'autre côté. Alors quand ils arrivent, ils sont un petit peu perdus quand même, parce qu'il y a des panneaux signalétiques qui disent un peu tout et leur contraire. Mais alors s'ils veulent aller au niveau de la Tour Eiffel, ils doivent descendre le boulevard de Grenelle où ils sont dirigés par des agents de la Tour Eiffel, mais aussi des agents de la RATP qui sont très nombreux, déployés ici sur le terrain. Et dans l'ensemble, ces agents nous ont dit que ça se passait plutôt bien. Il n'y a pas eu d'altercation, il n'y a pas eu d'esclandre. Merci beaucoup Régine Delfour, merci aussi à Jean-Laurent Constantini qui vous accompagne. Et puis ces JO sont aussi l'occasion, vous le savez, d'un certain nombre de dîners officiels. Il y en a un ce soir qui est organisé au Louvre, plus de 500 personnes, parmi lesquelles le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Sports. Mais en revanche, le Premier ministre, selon nos confrères du JDD, lui aura sa soirée tranquille puisque le président de la République ne l'a pas invité. Alexandre Ouizy, bonne ambiance du côté de la Macronie. Et finalement, la cohabitation, ça commence peut-être maintenant pour Emmanuel Macron. Oui, et puis c'est Emmanuel Macron qui évoquait une trêve olympique. Visiblement, ça ne s'applique pas à son Premier ministre. C'est peut-être avec les autres, mais pas dans son camp. C'est peut-être avec les autres. Non, moi, pour revenir sur des choses un peu sérieuses, sur ce qui peut se passer politiquement pendant ces Jeux, la vérité, c'est que la trêve olympique qu'appelait justement le président de ses vœux est quelque chose qui n'existe pas. En fait, on voit bien que aujourd'hui, les macronistes à l'Assemblée nationale sont en train de préparer la réponse au pacte législatif des Républicains avec un pacte d'action et que tout ce temps est utilisé pour essayer de faire cette coalition alternative, ce micmac, et pour ne pas nommer les représentants du nouveau Front populaire. Donc la trêve olympique, finalement, c'est quand ça l'arrange et où ça l'arrange. Mais surtout que Emmanuel Bléry, alors on peut entendre d'un côté l'argument d'Emmanuel Macron de dire qu'il n'allait pas nommer un nouveau gouvernement à quelques jours des JO, mais quand il a décidé de dissoudre à ce moment-là et avec ces dates-là d'élections législatives, il savait très bien quand même qu'il y avait les JO quelques jours après. Il l'avait sans doute pas oublié, le président. Et puis je pensais même que la dissolution avait été donc faite pour derrière se mettre très vite au travail. Et d'ailleurs les Français nous attendent encore aujourd'hui. Moi je le vois sur ma circonscription, tout le monde m'en parle. À quand un Premier ministre, à quand des textes pour notre pouvoir d'achat, pour notre sécurité, pour lutter contre l'immigration. Mais vous savez, je crois que le président de la République a
trahi les Français durant 7 ans et en toute matière, l'explosion de la dette, l'explosion de l'immigration, je dirais la chute de notre agriculture. Je suis d'une circonscription rurale, vous pensez bien que j'ai vu pas mal de gens mettre la clé sous la porte, beaucoup d'agriculteurs, de paysans en finir avec malheureusement leur exploitation. Et j'ai l'impression aujourd'hui que finalement il trahit aussi son propre camp. Il met de côté l'actuel Premier ministre. Qui n'a pas démérité quand même pendant la campagne, c'est peut-être ça son problème d'ailleurs. Qui n'a pas démérité, écoutez, moi je ne le soutiens pas, donc je n'irai pas dans ce terrain-là. Mais il était présent, oui, on l'a vu partout, sur toutes les caméras, effectivement. Mais je crois, et je répète, qu'en plus d'avoir trahi l'ensemble des Français, je crois qu'aujourd'hui il trahit en premier lieu son propre camp politique. Mathieu, c'est vrai que ça interpelle un petit peu cette tension, c'est-à-dire qu'on voit un Gabriel Attal devenu assez populaire. Et d'ailleurs, pendant la campagne, c'est vrai que les candidats de l'ancienne majorité présidentielle disaient « on veut bien le Premier ministre, mais on aimerait bien que le Président de la République ne parle pas trop, parce que c'est un peu un boulet au pied pour nous ». Vous avez tout à fait raison, Élodie. En fait, il y a une sorte de rééquilibrage des pouvoirs au sein de la Macronie, où en fait, pour la première fois depuis 2017, les députés de la Macronie n'ont pas été élus ou réélus par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron, mais par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, de Gabriel Attal. Puisqu'effectivement, en 2017, en 2022, tous doivent leur élection ou leur réélection à Emmanuel Macron, puisque c'était une sorte de vague majoritaire en 2017. En 2022, c'est lui qui gagne la présidentielle, puisqu'il incarne une sorte de parti de l'ordre face aux oppositions du Rassemblement national et de la France insoumise. En revanche, par contre, en 2024, on voit que sur ces élections législatives, c'est véritablement Gabriel Attal qui a porté la liste de la majorité présidentielle. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde au soir du premier tour, par rapport les sondages prévoyaient au bloc présidentiel entre 70 et 90 députés. Or, la stratégie de Gabriel Attal qui a été de retirer et de désister les candidats partout face au Rassemblement national, donc y compris face à la France insoumise, ce qui n'était pas la position d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas la position de Gérald Darmanin, ce qui n'était pas la position de Bruno Le Maire, cette stratégie-là de Gabriel Attal a porté ses fruits, puisque le groupe aujourd'hui de la majorité présidentielle fait plutôt 165 députés. Et donc, de fait, Gabriel Attal devient une sorte de golden boy de la Macronie, puisque c'est lui qui a justement permis la réélection de certains députés, puisque quand même, il faut le rappeler que pour les députés de la majorité présidentielle, l'enjeu numéro 1, c'était de sauver leur place avant toute chose. François de Rugy, on se dit que la blague commence à un peu trop durer. Les ministres aux affaires courantes qui disent eux-mêmes que certains ont déjà l'œil tourné ailleurs. Cette mauvaise entente entre le couple exécutif, est-ce qu'il serait temps, alors certes il y a les JO, mais est-ce qu'il serait temps de se dire il faut tourner la page, il faut passer à autre chose et il faut forcer un petit peu peut-être le destin plutôt que de se dire que ce gouvernement peut courir jusqu'à mi-août ou même après les Jeux paralympiques, pourquoi pas, parce qu'il les a oubliés le chef de l'État un peu l'autre jour. Oui, chacun a son idée. On voit bien qu'elle est souvent guidée aussi par la vision politique qu'il a. Mais la vérité, quand même, cette trêve olympique, les Français la comprennent bien. On voit bien que, oui, il y a beaucoup de moyens publics, d'ailleurs, de l'État, qui sont mobilisés, beaucoup de fonctionnaires, d'agents publics, d'agents privés, qui sont mobilisés pour la réussite de ces JO. D'ailleurs, au passage, je me permets de dire, nous, Français, je me mets dedans, nous sommes un peu quand même des râleurs professionnels, parce que si il n'y avait pas de mesures de sécurité, et quand il n'y en a pas assez, on dit comment ça se fait, il n'y a pas assez, la sécurité n'est pas assez dure, la police n'est pas assez ferme, la justice n'en fait pas assez, et quand il y a des barrières dans Paris pour assurer la sécurité d'une soirée que nous souhaitons tous, je pense, réussie, pour cette cérémonie d'ouverture des JO, là on râle et on dit mais les touristes quand même, oui, enfin vous imaginez s'il y avait un fichier S qui disait mais moi je suis un brave touriste et je voudrais aller là, mais bon après je vais poser une bombe puis peut-être je vais faire comme aux États-Unis avec Donald Trump. Donc vous voyez, c'est quand même sérieux, cette histoire de la sécurité autour des JO. Ça embête beaucoup de gens à Paris aujourd'hui, mais je crois que c'est le prix à payer pour une cérémonie qui se passe bien. Par ailleurs, l'Assemblée nationale est au cœur du périmètre de sécurité de cette cérémonie des JO et des JO en général. Donc c'est un peu logique. C'était prévu d'ailleurs que l'Assemblée nationale s'arrête le 12 juillet, avant la question de la dissolution. Et donc, objectivement, ce ne serait pas raisonnable qu'il y ait une session parlementaire extraordinaire. Il n'y en a jamais au mois d'août d'ailleurs, jamais. Mais qu'il y en ait une justement pour cela. Donc je crois que tout le monde comprend bien. Rendez-vous fin août, début septembre. Les choses auront eu le temps de se décanter. Et à ce moment-là, en effet, il ne faudra pas que ça dure trop longtemps, cette histoire de gouvernement d'affaires courantes. Mais le pays n'avance pas là. Et puis, en fait, j'ai l'impression qu'on ne vit pas très rapidement, mais on ne doit pas vivre dans
dans le même monde, parce que vraiment, sur ma circonscription, les Français réclament à ce qu'on se mette au travail. Et puis, ça ne s'oppose pas. On peut tout à fait comprendre, et je suis le premier à défendre les Jeux Olympiques, évidemment, en disant que c'est un événement. Non, mais attendez, c'est un événement majeur qui met la France, absolument, qui met la France, qui met la France effectivement en lumière durant quelques semaines. On doit être au top niveau effectivement pour accueillir cet événement, mais ça n'empêche que nous pouvons nous mettre au travail. L'un ne s'oppose pas à l'autre. C'est vrai qu'Alice Cordier, le problème aussi de ce gouvernement en attente, c'est qu'on voit bien que les ministres actuels gèrent ce qu'on appelle les affaires courantes, c'est-à-dire le plus urgent, mais il n'y a rien qui se fait. Et on a quand même aussi un budget en rappel à l'automne. Personne ne prépare, enfin si, ou certains préparent leur budget dans leur coin, mais il y a quand même un certain nombre de textes qui ne vont pas attendre qu'une potentielle majorité arrive comme ça, comme par magie. Ouais, surtout que le dernier rapport de la Cour des comptes est quand même assez catastrophique, quoi. Donc, accessoirement. On a quand même envie d'avoir un petit peu de résultats. Et on a l'impression, oui, d'être en parenthèse, mais c'est normal aussi, comme vous le disiez, il y a les Jeux Olympiques. Par contre, en effet, là où je suis d'accord avec vous et pas d'accord, c'est que on est extrêmement fiers d'avoir les Jeux Olympiques, évidemment, à Paris. Là où, en tant que Français et aussi en tant que Parisien, on est assez... dans un entre-deux, c'est que quand on entend Gérald Darmanin nous expliquer la délinquance zéro, bah oui, mais en fait, ça fait 2 quinquennats qu'on aimerait que ce soit la délinquance zéro et qu'elle n'est pas mise en place. Quand on voit Paris, vous parliez de barrières, mais c'est des barricades, hein, c'est un bunker, Paris, actuellement, mais c'est parce qu'en fait, on est dans un climat d'insécurité dans ce pays, qu'on est obligé de mettre des bunkers, de bunkeriser la ville, et que énormément de touristes, à cause de cette mise en place de sécurité exacerbée, qui est nécessaire certes, mais qui paraît exacerbée quand même, ont refusé de venir parce qu'ils se sont dit, mais en fait, s'ils se protègent autant, c'est qu'il y a un réel risque aussi que je me prenne un coup de couteau. On a eu 2 touristes qui ont été violés là en l'espace de 2 jours. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus une réussite, quoi. Je veux dire, il faut aussi être un petit peu dans le réel. Non, mais attendez, Alexandre Bouzy, je laisse le dernier mot, mais par contre, rapide. Oui, mais une seconde, mais je suis désolé, mais on peut dire que tout ça est lié au climat d'insécurité en France, etc. Enfin, la réalité, c'est quand même qu'on accueille le monde, que le monde est devenu un endroit dangereux, qu'il y a quelques jours, il y a un ressortissant russe, je crois, qui a été interpellé ou mis en état, hors d'état de nuire sur un certain nombre de sujets. Donc en fait, c'est aussi parce que c'est les Jeux Olympiques et parce que ça va être un énorme moment et que c'est normal d'assurer la sécurité et que la France aurait vraiment bien tort de ne pas le faire. Monsieur de Rugy, juste un mot. Vous savez ce qu'est le calendrier budgétaire? Et vous voyez bien qu'à différer l'annonce du gouvernement, on escamote aussi ce que serait un débat budgétaire de qualité dans notre pays. Vous voyez bien que si un gouvernement est nommé, vous évoquez vous-même, ce qui m'inquiète un peu, début septembre. Enfin, vous imaginez un gouvernement qui arrive, qui prend les clés, qui va présenter le budget 15 jours plus tard au Parlement ou 3 semaines plus tard au Parlement. Tout ça n'est pas très sérieux, franchement. Merci à tous. Le tous. budgétaire commence le 1er octobre. Oui, donc ça fait 15 jours, 3 semaines. Et on aura peut-être un gouvernement d'ici le 1er octobre ou pas. Merci à Alice Cordier, François de Rugy, Alexandre Bouzy.